Oui, bonjour. Donc le titre vers un autre paradigme de gestion des risques naturels. Alors par rapport à pour pas faire trop d'insatisfaction, je vais tout de suite un peu diminuer le cadre. On va pas dans le laisser-faire, qu'on a pas mal évoqué ce matin. On va pas dans le lâcher-prise pour une raison simple, c'est qu'un risque naturel, c'est généralement un aléa ou phénomène, chute de bloc, avalanche, et un enjeu. Je parle que de l'aspect montagne et des risques naturels de montagne. Le seul moyen de laisser faire, c'est d'accepter que le phénomène touche l'enjeu. C'est pas trop la mode encore dans notre pays. On a des progrès, puisque dans les années 80, on avait un slogan assez terrible au niveau de nos ministres, c'était risque zéro en montagne. Bon, ça y est, ça s'est passé. Mais l'acceptabilité du risque naturel en montagne, en particulier pour les gens qui sont dans des maisons ou dans leur voiture, elle est assez faible en France. Donc, ça oblige à prendre en compte. Par contre, on va voir qu'on peut évoluer dans notre prise en compte et la façon de gérer ça. Alors, c'est basé, il se trouve, que sur des projets européens, parce que c'est un peu là où il y a un peu un facteur poil à gratter, et le forestier qui travaille sur la gestion de la forêt ou sur les risques naturels se confronte beaucoup plus en réalité avec d'autres acteurs, en particulier avec les chercheurs, qui ont cette grande qualité de se détacher du quotidien et d'augmenter un peu la focale. Donc je vais donner 3 exemples à partir de 3 projets. Le projet Génie-Alpes, c'est un peu redonner une place au génie végétal dans la restauration des cours d'eau de montagne. Ça a été beaucoup fait en plaine, mais en montagne, en France, on a de la peine. Un autre interreg sur forêt de protection, c'est des zonages de la fonction de protection avec des priorités d'intervention et des comparaisons ouvrage végétal, génie civil, et ça va d'autant plus aller avec la présentation de Marc Fur. Et puis le dernier, qui est un plus vieux projet, mais qui a été plus décapant, même si tout n'a pas avancé, c'est le projet LIFO et forêt et recharge sédimentaire de rivières torrentielles, déboisées pour relâcher des matériaux. Donc le premier, bon, on sort, faut vraiment qu'on ait tous à l'esprit, les 30 glorieuses, on peut construire où on veut, de toute façon on arrivera toujours à maîtriser. On est à un moment d'enthousiasme collectif sur la puissance du génie civil qui était redoutable. Alors il y a eu des vrais progrès grâce au génie civil, il y a des bâtiments qui sont bien mieux protégés. Le mythe des anciens qui savaient construire en montagne, faut arrêter. Les anciens, ils construisaient, ils se prenaient un phénomène, ils reconstruisaient plus là parce qu'ils habitaient sur place et que c'est bon, quoi. Qu'il y avait eu 2-3 morts ou 2-3 vaches mortes dans l'étable, ils arrêtaient, ils se décalaient. Mais ils avaient cette grosse culture, cette grosse mémoire collective et un besoin d'espace moins violent que le nôtre actuellement. Donc on est allé plein pot sur le génie civil. Alors il y a des moments où il n'y a assurément pas d'autre solution. Le toboggan en béton à eau, en fait, ça traverse une autoroute après. Je ne pense pas qu'on aille traverser une autoroute par-dessus avec un torrent en faisant du génie biologique un jour. Par contre, on a eu énormément recours aux enrochements. Peut-être qu'on peut se poser des questions sur cette pratique. Surtout que nos voisins, là c'est aussi l'avantage des chercheurs, ils prennent souvent plus le temps d'aller se comparer à leurs collègues voisins. Dans le sud Tyrol, dès les années 92, dans des rivières qu'on peut qualifier de torrentielles, ils faisaient du génie bio, quoi. Bon, sous la terre que vous voyez sur la berge, il y avait quand même des saules de diamètre 10 à 20 qui ont été couchés. En attendant, ça a marché. En France, on aurait fait du bon enrochement bien costaud et on aurait été immédiatement content. Alors, en face de ça, le projet, ça a été quoi ? D'essayer de voir si on arrivait à importer ces pratiques, donc de trouver des collectivités qui soient prêtes à jouer le jeu, et à partir là-dedans, c'est très rassurant, le génie civil, ça a un effet immédiat, et puis d'essayer de dire, on va essayer de mettre en pratique sur le terrain. Alors on fait souvent en fonction des sites qu'on trouve dans ces cas-là, et l'ONF est souvent plutôt celui qui essaie d'apporter des sites, ou en tout cas de mettre en contact. Là, vous avez un site qui est un peu extrême, comme nous disaient les collègues de Suisse, parce que aller tout de suite sur un site à 1200 mètres d'altitude, là, je ne vous dis pas la période pour pouvoir planter des saules à 1200 mètres d'altitude, ça devient un peu fin, surtout que c'est un fond de vallée. Ça s'appelle, c'est à Saint-Hugon, pour ceux qui connaissent. Pente moyenne de profil en long, 7%, donc on a dépassé la rivière torrentielle, on est dans du bon gros torrent. Le pari, ça a été de dire, au lieu de faire un enrochement tout simple, qu'on aurait fait naturellement, voilà, je m'excuse du terme, mais c'est celui qu'on aurait tendance à utiliser. Il y a eu la tentation de faire un mixte, parce que par contre, dans des torrents comme ça, il ne faut pas rêver, on ne va pas faire du génie bio jusqu'en bas.
Il faut du bon gros bloc en bas, puis au-dessus, on peut faire autre chose. Vous avez le schéma là du cas pratique. Le résultat après 2 ans et demi, il n'est pas si mal que ça. Hein. On peut se dire, on n'aurait pas osé le faire, on a osé. Alors on a osé parce que c'était dans une forêt domaniale, donc on se faisait moins peur. C'était la route forestière qui partait. On n'avait pas une école derrière. Je ne pense pas que quelqu'un aurait osé avec une école derrière. Mais on osera peut-être un jour. Un autre exemple, alors il y avait 6 sites au total, hein, je vous en présente que 2. L'autre exemple, c'est le problème des enrochements. Là, typiquement, la Haute-Savoie, le syndicat mixte de l'Arve, je ne sais plus s'il s'appelle encore comme ça, mais en tout cas, qui est assez dynamique dans la gestion de son cours d'eau et pour rechercher des évolutions. Eux, ils ont un problème assez simple, qui n'était pas tant les risques aujourd'hui. Par contre, on a tellement travaillé sur renforcer les berges de l'Arve qu'eux, ils en sont à 140 km d'enrochement. Alors après, quand on parle de continuité écologique, de corridor, et puis bien entendu, ils ont la renouée qui a trouvé que ce truc-là, c'était super pour venir s'installer. Donc naturellement, là aussi avec des guillemets, le seul truc qui vient s'installer dans les enrochements, c'est la renouée, parce qu'elle est assez costaud pour y aller. Donc le syndicat, lui, il est arrivé au montage du projet en disant « Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de faire des nouveaux ouvrages, parce que j'en ferai plus tant que ça, et c'est d'essayer de voir si je peux pas améliorer tous ces ouvrages que j'ai. » Donc là, ça a été un gros travail d'essai de revégétalisation d'enrochement. Vous voyez, alors c'est au niveau du seuil de Marigné, hein, je m'excuse, c'est pas exactement la même photo, mais on voit bien quand même les 2 berges où on voit très clairement les enrochements à gauche, on commence à nettement les voir, moins les voir 2 ans et demi après. Alors, j'ai oublié de le dire au début, tout ce type de recherche, tout ce type de travaux, c'est pas les gestionnaires tout seuls qui peuvent les faire. Les 3 projets, ils sont faits avec les équipes de chercheurs. Et là, c'est l'IRSTEA, c'est Magref. En pratique, c'est beaucoup André Evette qui a trafiqué dans ce projet-là. Et puis avec les collègues de l'eau, puisque ce projet, il est toujours avec des cours d'eau. Donc c'est avec les intercommunalités de l'eau qui ont été sensibilisés avant les forestiers à cet aspect de naturalité. Voilà, pour avoir travaillé un peu des 2 côtés. Moi, je le vis comme ça. Le résultat, c'est quand même un guide que moi je trouve pas mal fait. Donc alors vous pouvez l'avoir gratuitement, il suffit que vous envoyiez l'enveloppe avec les timbres, et puis de toute façon il va être téléchargeable d'ici 1 mois, on va dire, en libre accès sur Internet. Donc surtout ne pas hésiter à utiliser. Il faut qu'on ose monter. On aura des mauvais coups. Hein. Le gros défaut du génie végétal, c'est que sa résistance augmente avec le temps. On est en phase de phénomène naturel. S'ils arrivent 3 mois après que vous ayez fait l'ouvrage, vous dites j'ai plus qu'à recommencer, quoi. Le gros avantage du génie civil, c'est que dès que le béton a vraiment fini de sécher, s'il a été bien calculé, bien ferraillé, il est immédiatement efficace. Voilà. Par contre, en résilience, on pourrait parler longuement, mais il y a des gens beaucoup plus spécialisés que moi sur tous les problèmes avec des vieux bétons, selon la façon dont on les a fait à l'époque où on les a fait. Et le coût de reprise de ces ouvrages. Alors on change de projet, on va vers la forêt de protection. Après tout, la forêt, là on était, pour un forestier comme moi, on est plus dans son cœur de métier, c'est plus facile. Là on a eu un vrai changement de paradigme pour le coup. Pourquoi ? 19e siècle, on en a parlé plusieurs fois dans ce colloque, apogée de la densité rurale. Donc pour la forêt, c'était un peu la période de misère. Des grosses lois avec du reboisement. Volontairement, j'ai mis cette photo, elle n'est pas super claire, mais nos anciens n'ont vraiment pas eu peur. Ils ont reboisé à des endroits qui nous paraîtraient improbables. Voilà. Avec des vrais résultats. Hein. C'est les Hautes-Alpes, hein, c'est pas la Savoie. Faut un peu changer. Et il y a eu des vrais résultats. Alors, il faut être modeste. Les résultats, c'est pas que les plantations des forestiers. C'est énormément l'exode rural. Mais enfin, il y a eu les 2. C'est une conjonction des 2. Sur le bassin versant de la Drôme, les gens qui ont vraiment travaillé dans le détail là-dessus ont tendance à dire, allez, 1/4, 3/4 ou 20%, 80%. La majorité pour l'exode rural et la minorité pour les forestiers. Le problème, c'est que ça a tenu tout le XXe siècle. Il y a un député de Haute-Savoie qui a fait un rapport important sur la montagne dans les années 70. Alors lui, il disait pas fonction, je ne sais plus le terme qu'il utilisait. En tout cas, le principal objet de la forêt en montagne, c'était la protection contre les risques naturels. Voilà, c'était le numéro 1, il n'y avait pas photo, et de toute la forêt en montagne. Ça a bien plu aux forestiers parce qu'ils ont longtemps espéré avoir l'indemnité compensatrice du handicap montagne. On a perdu, donc on ne l'a jamais eu, mais pour l'avoir, c'était bien de rester dans ce principe-là, même si là, dans du bétail, il y avait beaucoup, beaucoup reculé.
Alors quand même, on a fini par évoluer fin 20e et début 21e en se disant, dire à tout le monde que la forêt en montagne, elle est indispensable partout et qu'il faut la sauvegarder partout parce qu'elle a une fonction de protection généralisée. Elle a des vraies fonctions pour les captages d'eau, mais en tout cas, la gestion forestière est peut-être moins indispensable. On est allé à se dire, il y a quand même des cas où la forêt elle a un rôle direct. La caricature la plus simple, c'est pas celle que vous allez voir là, c'est pour les avalanches. Une belle zone de départ d'avalanche, si c'est du pré, l'avalanche elle va partir. Si vous arrivez à la reboiser jusqu'en haut, vous éteignez le phénomène. Alors là, vous avez gagné et nos anciens, dans certains cas, ont vraiment fait des trucs remarquables à ce niveau-là. Les chutes de blocs, Marc a commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est un peu plus subtil parce que la forêt, elle n'arrête jamais tout. Par contre, elle peut en freiner pas mal. Après, en France, on est plutôt à 10-3. C'est-à-dire, faut pas qu'il y ait pas 20% des blocs qui arrivent en bas. Faut qu'il y en ait 0,01 qui arrivent en bas. Ça, la forêt, elle ne sait pas faire, quoi. Toujours est-il que elle a quand même des effets et selon les peuplements, on sent qu'elle ne fait pas le même effet. Alors là, c'est pas que les forestiers ils soient géniaux, là même les forestiers de terrain ils s'en sont rendus compte. Vous montez à Tignes, il y a un moment, les avalanches étaient éteintes, elles se sont mis à repartir en forêt. Et à Athane, la départementale, quand elle est fermée, ça agace tout le monde. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des trouées qui s'étaient faites en forêt suffisamment grandes pour qu'on arrive à avoir des départs d'avalanches dans le peuplement. Donc, dans ces évolutions, n'est pas toujours bonne. Donc le schéma, dans cet intérêt, l'idée c'était quoi? C'était de dire, on abandonne un peu la fonction de protection généralisée, on va essayer de voir où elle est exactement, et si elle existe à des endroits, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces endroits-là pour l'optimiser? Donc l'aléa ici, c'était les chutes de blocs, les enjeux, la photo les parle bien, puis la forêt qui se trouve entre les deux. Alors, là, il y a eu un travail, c'est tout basé sur des méthodos sémagreffe, mais ce coup-là, c'est d'autres collègues, notamment Fred Berger, en disant on va zoner l'aléa, on va zoner les enjeux, puis là où il y a de la forêt, on va voir si elle peut avoir un effet. Alors l'effet simple, si c'est des blocs de 20 mètres cubes, le gars cause vous dire que la forêt elle peut avoir un effet, vous pouvez le regarder puis aller boire un coup parce qu'il n'est pas très sérieux. Déjà à 5 mètres cubes, la forêt elle fatigue beaucoup. Mais 1 mètre cube, ça marche encore bien, 2 mètres cubes, Marc l'a dit. Et puis, en fonction de la structure du peuplement et en fonction des données scientifiques qui sont beaucoup données à partir de modèles, mais nos collègues chercheurs sont des fois taquins puisqu'ils s'amusent à les jeter des cailloux en grande quantité dans des forêts, donc ils les filment et tout, donc leur modèle, c'est pas non plus qu'une vue de l'esprit, hein. C'est assez basé sur le terrain, c'est les forestiers, ils aiment bien, quoi. Quand on voit le caillou tomber et tout, ça nous parle. Ils ont dit, voilà les peuplements idéaux par rapport à tel phénomène. Et est-ce que vous avez ce peuplement idéal et est-ce que vous avez moyen d'y aller? D'où cette idée d'indice de maîtrise de l'aléa. Et puis, si la forêt peut aider à maîtriser l'aléa, eh ben, quelle est la priorité? Est-ce qu'elle est très loin? Est-ce qu'il y a un gros risque qu'elle s'en éloigne? Et puis, ça fait des zones d'intervention forestière prioritaires. Sauf qu'après, si vous mettez du côté des décideurs publics, parce que généralement, c'est les décideurs publics qui vont pouvoir investir sur la fonction de protection, et ils veulent savoir combien ça coûte. Et donc, il y a eu un ensemble de chantiers de faits pour essayer d'estimer les coûts, et puis avec des chiffrages et des comparaisons avec le génie civil. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on en parlait toujours, mais on n'osait pas trop le faire. Là, dans ce projet-là, ça a été fait pour les chutes de blocs. Alors la photo du haut, c'est typiquement, on est dans une forêt qui était plutôt régularisée, donc les gens se sont dit, il y a besoin d'intervenir, mais vous ne le voyez pas, mais il y a un chalet juste en dessous. Donc si vous intervenez, mais en exportant tout le bois, clairement, on va augmenter le risque pendant un moment. Là, c'est tout un jeu d'abattage des troncs en les mettant en oblique dans la pente pour que, pendant la période où la régénération s'installe, on ait encore un effet sur les chutes de blocs. C'est-à-dire que par notre coupe, on n'aggrave pas, mais qu'on aille bien dans le sens où on veut. Et puis, le beau damier, c'est sur les avalanches. C'est des beaux peuplements réguliers où là, le forestier, il a quand même encore une qualité, c'est que même s'il vit dans le court terme comme tout le monde, il est obligé de se projeter dans le long terme. Et il a fait des belles plantations régulières à un moment, puis maintenant il se dit, quand ça va tout vieillir en même temps, je risque d'avoir des avalanches qui repartent là-dedans. Il est suffisamment tordu pour... Et alors on ne parle pas d'exploitabilité des bois, il n'y a pas de rentabilité, c'est des coûts en travaux, pour se dire, je vais irrégulariser ce que j'avais mis en régulier. Maintenant, on est normaux, maintenant on plante directement en collectif, en irrégulier. Mais là, on hérite d'un ensemble de peuplements réguliers.
où on les régularise, d'où ces espèces de dessins bizarres dans le paysage. C'est pas du land art, c'est des forestiers qui travaillent sur les avalanches, les départs d'avalanches. Alors l'efficacité contre les chutes de blocs, l'intérêt, c'est que les chutes de blocs, on a un truc qui est très connu, très maîtrisé dans les coûts, c'est les filets par bloc. Donc, en fonction du type de bloc, de la classe d'énergie, vous allez faire du coût du filet. En fait, a été comparé le filet sans forêt et le filet en prenant en compte l'efficacité de la forêt et les coûts de la gestion forestière. Et puis après, il y a eu une comparaison assez simple de dire, au fait, qu'est-ce qui coûte le moins cher entre les deux. Je crois que sur 6 sites, à 4 fois, l'association forêt-filet est sortie gagnante. Alors pourquoi forêt-filet? Je vous le rappelle, parce qu'en France, on a des volontés de pourcentage d'arrêt des blocs que la forêt toute seule, majoritairement, ne permet pas d'atteindre. Donc elle permet de réduire l'énergie des blocs et de se payer des filets moins chers. Voilà, mais il ne faut pas se dire, la forêt, c'est miraculeux pour les blocs et on ne va pas avoir de génie civil. On n'y arrive pas très bien. Alors j'arrive au livre Faux et Forêt. Je n'ai pas regardé l'ordre de départ, donc ce n'était pas la peine que je prenne ma montre. Lui, il est un peu plus vieux, c'est 2003-2007. Là, l'équipe, c'était essentiellement le CNRS à Lyon, Hervé Piéguet qui était là les jours précédents, Norbert Landon, et puis Fred Liébaud qui, lui, a été un transfuge qui est passé à l'IRSTEA, mais qui, sur la Drôme, c'est un peu son jardin. Là, c'était plus décapant. Puisque l'idée, alors les grands termes comme ça, poursuivre les projets de préservation patrimoniale et de restauration des hydrosystèmes forestiers alluviaux, en particulier dans le cadre de la restauration des physiques des cours d'eau. Bon, tant qu'on le dit comme ça, c'est assez soft. La rivière Drôme, elle a une qualité, alors elle n'est pas dans les rivières à remarquer au niveau rivière très naturelle, elle a quand même une grande qualité, c'est qu'elle n'a pas d'ouvrage dessus, donc elle a encore des parcours en tresse et tout, donc elle n'a pas un niveau de naturalité satisfaisant, mais elle est quand même pas trop mal. Par contre, elle s'est dramatiquement incisée. Donc, gros avantage, moins de crues. Gros désavantage, les ponts, tout se casse la figure, quoi, hein. Donc là, vous avez l'exemple d'un pont. Là, l'idée, en toute simplicité, qu'ont proposé les gens du CNRS, c'était 1, vous faites sauter les barrages RTM, et 2, vous déboisez, comme ça, vous allez remettre des cailloux dans la rivière. Pour des forestiers, moi, j'étais au RTM quand ils ont sorti ça. Bon, c'était assez perturbant. Et puis une autre idée, parce qu'Hervé Piéguet, le bois mort, ça le poursuit depuis un moment. Déjà à l'époque, il m'avait dit, ça serait bien que tu trouves des sites pour qu'on fasse un livre sur le bois mort en forêt. Regarde les Allemands, ils mettent plein de bois dans les cours d'eau. Il faudrait qu'on arrive à trouver des cours d'eau en Rhône-Alpes pour mettre du bois. Pour moi, ça a été un échec, parce que j'en ai trouvé aucun. Les acteurs de l'eau sont ouverts, mais quand on commençait à leur dire, on va coucher des arbres, les mettre dans les cours d'eau, les attacher, c'était pas mûr à l'époque, en 2006. On n'y est pas arrivé. Donc tant mieux s'il y en a qui commencent maintenant. Donc ça, je l'évoque juste, mais on va l'oublier. Sur la Drôme, là, l'idée, il y avait 2 stocks de matériaux, plein de stocks dans les terrasses alluviales, parce que c'est des cours d'eau, on a le truc classique, hein, on a eu un moment des gros apports, le cours d'eau a plutôt eu tendance à monter, plus d'apports de matériaux, le cours d'eau s'est incisé, puis il y a des terrasses alluviales. Donc le truc tout simple, on déboise une terrasse au bon endroit, hein, on fait un endroit où a priori il y a de l'érosion, et puis on va espérer que ça va marcher tout seul, quoi, qu'il va récupérer les matériaux, puis qu'il va les emmener. Sauf que ça, on sent bien que c'est un stock qui a une durée limitée dans le temps. Donc après, on va un peu plus loin. On dit, mais après tout, les matériaux qu'il y a sur les terrasses, ils sont venus des versants. Allons déboiser les versants. Donc ça, c'est à Hausson, hein. Alors ça a été fait à petite échelle. Ça a permis aux scientifiques de pouvoir après avoir des quantifications de ce qu'on pourrait espérer faire avec ça. Je vais vous donner leurs résultats. La Drôme, à peu près, a dit 17 000 m3 par an. 780 000 m3 de stock sur les basses terrasses susceptibles d'être mobilisés. Alors je vous expliquerai ce qu'on a estimé, comment a été imaginé ce qui était susceptible d'être mobilisé. Donc en fait, on déboise 2% par an, 2 hectares de terrasse, et puis c'est bon, quoi. On redonne un bilan sédimentaire équilibré à la Drôme, sauf que une partie des scientifiques, ils sont comme les forestiers, ils gèrent à long terme. Donc ça va durer qu'un moment. Donc allons aussi taper dans les versants et on pourrait espérer 5000 m3 par an. Or ça paraît tout bête, c'est facile à exposer comme ça. Le tour de force qui a été fait sur ce projet, c'est que les sites ont tous été visités avec des élus locaux, et tous les sites qui avaient été imaginés, que vous voyez sur la carte, il y avait un premier degré d'acceptation locale de réaliser. Je peux vous dire que c'était pas gagné au début, parce que quand des gens qui ont vu les crues, qui ont vu des matériaux arriver dans les maisons, aller leur expliquer qu'on va relaisser aller des matériaux dans le cours d'eau,
Et là, je dois reconnaître que certains collègues scientifiques avaient une qualité d'explication remarquable, parce qu'il y a des moments, c'était assez dur. Malheureusement, ça se poursuit. Hein, la révision du Sage-Drôme a pas abandonné cet objectif. Après, je ne vais pas vous dire qu'il a pris une grande ampleur sur le terrain. C'est quand même des domaines où on en est au tout début. Mais les collègues forestiers me disaient « T'es complètement fou, tu es parti à jouer à l'apprenti sorcier, il faut arrêter vos... » Ça commence par un C, puis j'arrêterai la suite du mot. Donc, c'est une évolution de pensée, mais c'est pas simple d'aller vers ça. Alors, du coup, un peu en conclusion, après 10 ans de projet, parce que on est en 2013, donc ça fait 10 ans de projet, on n'a eu que des petits pas au niveau réalisation de terrain. Je veux dire, c'est toujours des spots, hein, on n'a pas changé nos pratiques globales de terrain. Par contre, c'est quand même des vraies révolutions dans les têtes. De travailler, ça nous a obligés de travailler vraiment sur les bassins versants. Je m'en excuse, mais on l'avait oublié. En tout cas, nous, les forestiers, alors que nos anciens l'avaient vraiment bien formaté, parce que quand ils travaillaient sur un torrent, ils travaillaient bien sur tout le bassin versant. Nous, on est allé un peu sur des spots où il y avait l'enjeu immédiat et on faisait une réponse immédiate à un enjeu immédiat. Et puis surtout, ça nous a permis d'accepter de cheminer dans l'idée que le contexte de la société, il a changé en un siècle et qu'il fallait sûrement qu'on change assez fort nos actions. Je pense qu'il y a plein de collègues forestiers qui ne sont pas encore convaincus de l'idée d'aller déboiser pour ramener des matériaux dans les cours d'eau. Il ne faut pas se dire que c'est gagné, mais en tout cas, ça l'a mis sur la table. Il y a encore beaucoup, beaucoup à travailler, à changer pour poursuivre ces passages vers d'autres paradigmes. Parce que on est dans un sujet qui est moins facile que la naturalité des forêts. C'est-à-dire que là, dès qu'on rajoute une couche risque naturel, les élus ils ouvrent des oreilles en disant de quoi vous parlez, et on a une sensibilité un peu plus forte. Donc, et alors pour aller plus loin, je vous ai mis les sites, hein, c'est Internet. J'ai pas parlé de l'incendie de forêt, mais je vais quand même. Juste au niveau paradigme de l'incendie de forêt, là aussi, un grand moment, 0 hectare brûlé. C'est-à-dire qu'on acceptait qu'il y ait des feux, mais ils devaient être tous éteints dans l'œuf, comme on disait à l'époque. J'ai eu la chance de travailler dans les Bouches-du-Rhône. Là aussi, le dogme a complètement évolué en France. Maintenant, beaucoup disent ça serait pas mal qu'il y ait régulièrement des feux de pas trop grande taille. C'est le seul moyen d'éviter des monstres à des moments. Hein ? Parce qu'on a quand même vu que quand on arrivait à avoir une grande série d'années sans incendie, ceux qu'on se prenait derrière, s'il y avait vraiment du vent, au lieu de faire 300 hectares, ils en faisaient 2000, quoi. Donc voilà, ces paradigmes, ils ont commencé à bouger. C'est toute la société qui est embarquée. On a un gros avantage dans le domaine des risques, c'est que ça intéresse tout le monde, parce qu'on a beaucoup parlé aussi d'intéresser le public au choix et tout. Sur les risques, vous intéressez vite les gens, surtout si en partie vous leur dites là vous n'aurez plus le droit de bâtir, ou alors votre maison, vous ne pourrez pas faire une pièce en plus. Ça motive les troupes. Mais on a encore beaucoup, beaucoup à cheminer pour y mettre plus de naturalité.